Eh bien, allons-y. Donc, pour une agilité résolument soutenable, les sponsors, dont Highway qui vient d'être présenté, encore des sponsors. Donc voilà, le cœur du sujet, l'agilité soutenable. Alors, on s'est efforcé de donner une définition sur laquelle on va pouvoir un peu discuter et présenter des principes pour ce qui peut être une agilité soutenable. Donc, capacité d'une organisation à créer un modèle de fonctionnement adaptatif, continu, scalable et régénératif au-delà de la seule phase d'investissement. L'organisation ne doit plus brûler ses vaisseaux en période initiale, mais capitaliser, régénérer, économiser, prioriser. Alors, cette définition, elle s'inscrit pleinement dans les principes agiles, parce qu'on trouve dans le manifeste agile que les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi-même, Benoît Roupert, à l'INSEE, responsable de la production et de l'infrastructure informatique. Et Fabrice, voilà, alors, si je te laisse. donc Fabrice Bloch, alors je suis, alors il paraît que je suis connu dans l'agilité, merci Koussaïr, c'est vraiment, bon, c'est quand même un petit peu, enfin bref, voilà, donc je me présente souvent comme agilitateur public, c'est-à-dire qu'effectivement, au-dessus de mes fonctions, j'essaye un petit peu d'agiter des idées pour voir ce qui pourrait en ressortir. Alors justement, voilà, l'idée de la présentation qu'on a choisi de faire aujourd'hui, c'est de vous faire part de notre réflexion et de nos propositions relativement à cette agilité soutenable qui effectivement est au cœur de nos préoccupations, que d'ailleurs avait raison de le dire en introduction. Donc, on va partir d'un constat initial. On va sur lequel on a convergé depuis un bon moment, Benoît et moi, de la réflexion qui s'en est en suivi sur les causes et ainsi de suite. Nous allons arriver à des propositions et puis voilà, ce qu'on vous proposera à la fin, c'est ce qu'on a appelé le manifeste de l'agilité soutenable. Vous verrez qu'il y a des choses qu'on retrouve. Voilà. Donc, du coup, ce que nous observons. Tout d'abord, c'est que l'agilité, même au-delà des discours que certaines entreprises peuvent tenir, c'est que ça reste encore un sujet d'investissement. Voilà. On parle de projet, on parle de programme, on parle de transformation. Donc, c'est un sujet d'investissement. C'est encore un sujet d'Happy Few. C'est l'objet de Lab, de Teams. Voilà, donc ce n'est pas la majorité encore des entreprises qui sont en mode agile et qui travaillent en mode agile. C'est encore quelque chose, voilà, c'est de l'investissement, c'est de l'innovation, c'est quelque chose qui est en dehors, à l'écart du processus de production. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la production qui est quelque chose de sérieux, que ce soit informatique ou business d'ailleurs. Et puis voilà, il y a l'agilité qui est encore un petit peu à l'écart, qui prépare demain probablement. Mais en tout cas, l'agilité, c'est encore un petit peu à l'écart de l'endroit où se crée vraiment la valeur au jour le jour de l'organisation. Et puis, et dernier point, l'agilité, c'est encore abordé comme étant une période exceptionnelle dans la vie de l'entreprise, mais qui est tout de même bornée dans le temps, une transformation agile. L'objectif, c'est qu'à la fin, on soit agile et que du coup, voilà, la transformation s'arrête, donc, et qu'on soit dans un nouvel état. Alors du coup, on s'est demandé, voilà, pourquoi cet état de fait, et on a essayé de trouver 3 grands types de raisons. Une problématique du temps long, l'adaptation ou la sûreté de fonctionnement, où on va voir qu'il y a un vrai débat, et puis les problématiques RH qu'on a appelées des souris et des hommes. Alors, tout d'abord, la problématique du temps long. Bon, on ne va pas faire de maths, mais on reprend juste quelques termes. Ce qui nous semble très important pour justement parler d'agilité soutenable, c'est de regarder un peu comment se manifeste le changement dans la vie de tous les jours, puisque le manifeste de l'agilité dit bien qu'il faut être capable de s'adapter au changement. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que le changement, ce n'est pas un phénomène uniforme. On va avoir principalement 2 dimensions. On aura une dimension en fait qui est sur du temps long, c'est-à-dire des changements qui prennent longtemps à se faire, qui prennent longtemps à mûrir, qui prennent longtemps donc, à se réaliser et puis à finir.
Donc, cette partie là au centre en bleu. Alors, c'est du changement quand même, hein. Même si c'est long, c'est du changement. Et puis, des changements très rapides. Donc, la partie à droite, là en rouge, presque au jour le jour par moment, et donc auquel il faut réagir extrêmement rapidement. Et donc, c'est la somme de ces différents types de changements, en fait, qui constituent ce à quoi on est confronté tous les jours. Donc, à la fois des changements haute fréquence et des changements basse. Alors, si on s'intéresse d'abord aux changements haute fréquence, on peut dire que c'est le domaine de l'agilité classique, et aussi souvent de la recherche d'un meilleur time to market. Donc, c'est ces changements qui arrivent très rapidement, très régulièrement, et auxquels il faut être en mesure de réagir très rapidement. Alors, on ne va pas tellement s'appesantir sur ce type de changement ni donner d'exemple. C'est un domaine qui est très, très bien couvert, bon, en termes de livres et de conférences, et puis en particulier dans tout ce que vous avez pu voir dans des conférences sur l'agilité. Là, on va s'attarder un peu plus sur les changements basse fréquence, qui sont le domaine, bon, quelque chose aussi qui est bien connu en informatique, qui est le legacy, l'héritage. Et là, pour le coup, en termes d'ordre de grandeur, ça n'a rien à voir avec les changements précédents. Si on prend le temps nécessaire pour aller jusqu'au bout d'un changement, c'est-à-dire du berceau à la tombe, grossièrement, l'ordre de grandeur, c'est 15 ans. Bon, on va pas chercher ça exactement, c'est 10, 15, 20, 25 ans, mais voilà, c'est pas la journée, hein, c'est 15 ans. Alors à l'INSEE, on a des exemples de ce type de changement, bon, que d'autres ont pu connaître. Par exemple, la disparition du mainframe. Donc les anciennes machines, hein, d'une époque de l'informatique maintenant assez ancienne, mais à l'INSEE, bon, une fois qu'on était déjà bien passé à la micro, un jour on a décidé de se débarrasser de ces machines, c'était vers 1995. Le temps que toutes les applications qui tournaient sur ces machines aient été reconverties, eh bien, il s'est passé 15 ans, parce que la dernière, elle a été éteinte en 2011. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a tellement d'autres choses plus urgentes à faire que ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Autre exemple, le fait de virtualiser l'ensemble du parc applicatif. Bon, aujourd'hui, à l'INSEE, tout est virtualisé, mais entre les premières expérimentations et puis la généralisation vraiment complète de cette virtualisation, bah, pareil, on va retrouver un ordre de grandeur de 15 ans. Donc là, on voit quand même, c'est très, très long. Alors, il y a aussi un exemple particulier de création de legacy. Ça aussi, c'est très important. Dans le cadre d'une agilité soutenable, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'huile dans les rouages qui devient un boulet au pied. Alors, on a des exemples à INSEE, juste pour illustrer très rapidement. Bon, sans doute, un certain nombre d'entre vous ont connu une époque où PHP permettait de répondre un peu à tout. Enfin, PHP sert toujours, mais dans les années 2000, vous vouliez faire un type d'application, vous en trouviez une que vous pouviez déployer en PHP MySQL. Et dans les années 2000, au milieu des années 2000, pour des petits développements locaux, un peu en autonomie, à l'INSEE, ça a été une solution qui a été très appréciée. Bon, toujours est-il que 15 ans plus tard, il y a toujours des utilisateurs qu'on n'arrive pas bien à identifier, mais le problème, c'est les moyens IT pour faire vivre tout ça. Et à vrai dire, aujourd'hui, la question maintenant, c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser complètement. Donc là, on voit quelque chose qui, au début, amenait de la souplesse, de l'agilité, on peut dire. C'est tout sauf agile. C'est devenu un poids assez conséquent. Alors, ces deux phénomènes, hein, les changements très rapides et puis les changements longs étant une réalité, comment est-ce qu'on peut les concilier? Parce que c'est quand même deux mondes assez différents. Alors, aux deux extrémités du spectre, on a identifié deux solutions extrêmes. Alors, la première, qu'on a qualifiée d'agile transparent. Alors, transparent parce qu'il est inexistant, c'est-à-dire qu'on dit on va faire de l'agile et puis au-delà des paroles, on passe jamais vraiment à l'acte, mais bon, ça permet de dire qu'on fait de l'agile et puis peut-être comme ça de se donner bonne conscience, de faire taire certaines tensions. Bon, on va oublier hein, cette solution, on ne va pas vous la proposer, ça ne nous semble pas du tout approprié, bien évidemment. Une autre solution qui pourrait être plus tentante et qu'on peut rencontrer aussi, qu'on a qualifiée d'agile hardcore ou agile or die, qui consiste un peu en agiliser les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est-à-dire que ça consiste à dire, bon, allez, il faut être capable de changer, que tout le monde passe à l'agile, puis tant pis pour ceux qui ne peuvent pas, qu'ils aillent autre part.
Bon, ça pose évidemment des questions d'ordre éthique, hein, ça pose des questions, je dirais, de gestion de l'être humain. Mais par ailleurs, ça ne nous apparaît vraiment pas souhaitable. D'abord, pour une raison bêtement pratique, c'est que les gens qui font vivre le legacy, on a quand même bien besoin d'eux pour faire vivre ce legacy qui sert. Et puis, c'est sur long terme, c'est pas une bonne façon de gérer la ressource humaine. On voit qu'il faut mieux investir sur les gens, même s'ils ne vont pas toujours à la vitesse à laquelle on aimerait qu'ils aillent. Donc, entre ces deux extrêmes, il faut donc trouver un équilibre. Alors, vous allez voir, hein, l'équilibre, c'est un peu le maître mot, hein, de notre proposition. C'est-à-dire qu'il faut une agilité soutenable qui prend en compte les deux faces et les deux rythmes du changement. Alors, la première phase, c'est donc quand même tout de même, hein, passer à l'agilité classique. On va dire 50% de l'effort, 70% du plaisir. C'est quand même le plus amusant. Alors, comment faire? Ben, à nouveau, on ne va pas trop s'apesantir sur ce sujet. Tu as été très bien traité. Très bon livre et de très bonnes conférences. On va plus regarder la deuxième phase, c'est comment faire vivre le legacy dans ce monde où ce qui a de la valeur, c'est d'être agile. Donc là, à nouveau, 50% de l'effort, mais a priori, 0% du plaisir. Donc, comment faire? Alors, déjà, avant de proposer des solutions, il nous a semblé important de mettre en évidence, il y a un piège à éviter, hein. Donc, c'est dans cette partie-là, faire vivre le legacy dans ce monde où ce qui a de la valeur, c'est d'être agile. C'est le 0% de plaisir. Voilà, le piège, il est là, hein, dans le 0%. Parce que ce 0%, de quoi est-il le symptôme? D'une certaine façon, de la déconsidération de l'existant, même carrément de la ringardisation de l'existant. Et potentiellement, ce n'est pas fun aussi parce qu'on envoie l'image que ce n'est pas fun. Et aussi du jugement que l'existant a peu de valeur par rapport à la nouveauté. Donc, on voit que si on part sur cette base pour intégrer en fait cet existant dans un contexte qui se veut agile vraiment sur tous les aspects et qui soit soutenable, on part mal. Donc, une agilité soutenable doit vraiment commencer par un travail de fond sur la notion de valeur. Alors, quelque chose qui est tout à fait dans le cadre de l'agilité pour le coup, mais on voit que c'est bien de remettre ça en avant, c'est-à-dire que vraiment, c'est dans le cadre de l'agilité, on réfléchit sur la valeur et de l'ensemble des éléments qu'on veut intégrer dans notre dispositif. Donc, un premier petit takeaway, hein, vous pouvez, j'espère que vous repartirez avec cette idée-là à l'issue de la conférence. Avoir en tête que la valeur d'un dispositif, petit à petit, va s'aligner sur le jugement qu'on porte sur ce dispositif. Donc, avant de commencer à envoyer le message que quelque chose n'a plus de valeur ou n'a pas de valeur, il faut quand même être bien sûr de son coup parce que les acteurs sont pas bêtes, hein. Si on leur envoie le message qu'ils travaillent sur quelque chose qui n'a pas de la valeur, de même, ils vont se désinvestir, ils vont passer à autre chose. Alors, le deuxième axe sur lequel on voulait discuter avec vous, c'est adaptation ou sûreté de fonctionnement. En gros, dans toute organisation, il y a deux logiques qui s'affrontent. La première logique, c'est la logique de production. Il faut produire, c'est l'objectif même de toute entreprise, de toute organisation, qui est de fournir de la valeur. Du coup, l'objectif, c'est de garantir l'existant. C'est de faire rentrer l'argent quand même à un moment ou à un autre. Et donc pour ce faire, il faut être prédictif, il faut être industriel, il faut supprimer les variances. Et du coup, il faut n'admettre ni les erreurs ni les errements. À l'inverse, il faut innover. Innover, c'est garantir l'avenir. Ça veut dire investir pour demain, cette fois. Donc, ça veut dire déjà investir, c'est pas faire rentrer l'argent, mais peut-être au contraire en dépenser. C'est probablement expérimenter, c'est probablement essayer, c'est certainement se tromper. C'est remettre en cause tout ce qui est existant. Process, les rôles, l'existant au sens le plus général. Et donc, ça veut dire quelque part ne pas admettre les chasses gardées. Donc, forcément, un organisme en bonne santé, il a besoin de ces deux aspects. Il a besoin de ces deux modes de performance, c'est-à-dire produire et innover. Et le rôle justement des senior managers, des membres du COMEX et ainsi de suite, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre, hein, de trouver une harmonie, on va dire, dans ces deux modes.
Alors, l'équilibre, oui. De là à arriver à une symbiose, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. On voit l'exemple, ne serait-ce que chez nous, hein, de la difficulté de faire collaborer d'un côté la production et puis à l'opposé les labs qui sont chargés d'innover. Arriver à trouver un équilibre entre les deux, arriver à faire collaborer les deux, c'est jamais très facile et les faire travailler en plus en symbiose. Alors là, c'est carrément extrêmement compliqué. Du coup, effectivement, il y a un auteur qui s'appelle Cotter qui, pour le coup, a beaucoup réfléchi sur l'innovation. Et lui, son propos, c'est de dire, bah voilà, si vous voulez développer une structure d'innovation, il faut créer des structures différentes. Il faut qu'il y ait un mode de gouvernance différent. Il faut qu'il y ait des KPI différents. Il faut vraiment isoler l'innovation. L'intérêt, évidemment, c'est de protéger de l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est quoi? C'est ce phénomène dans tout système qui est la tendance au retour à l'équilibre, mais avec le risque et ben voilà, d'isoler encore plus ces participants et ces applications. Du coup, effectivement, ce qu'on propose, c'est cette notion de compteur Gégère de l'innovation. Compteur Gégère, c'est quelque chose qui mesure le trouble. Non pas le trouble dans la force, pour le coup, mais le trouble dans le taux de vibration de l'homéostasie. C'est-à-dire jusqu'à quel point il y a du trouble dans l'organisation. S'il n'y a pas de trouble dans l'organisation, ça signifie, et nous on en est complètement persuadés, que vous n'innovez pas. Par contre, si votre compteur Gégère mesure un trouble qui est trop haut, bah, du coup, à l'inverse, c'est votre organisation qui est en péril. Ce que nous proposons, donc du coup, c'est de construire chacun dans notre organisation ce compteur Gégère, qui est extrêmement important. Alors, à l'INSEE, on aime bien la notion d'agrégat, ça fait partie des indicateurs que nous mesurons. Et là, l'agrégat qu'on vous propose, c'est tout ce qui est voilà, le moral des collaborateurs. Le moral des collaborateurs, par exemple, c'est un très bon indicateur de si oui ou non il y a des vibrations dans l'homéostasie. Est-ce que la production, elle est en train de baisser? Est-ce qu'elle augmente? Ou est-ce que, justement, à l'inverse, elle se casse la figure? Ça, c'est un deuxième indicateur. Est-ce qu'il y a des frictions entre les équipes? Est-ce qu'il y a des moments où, voilà, est-ce qu'il y a des heurts? Voilà, un troisième indicateur. Et puis, quelle image on peut renvoyer à l'extérieur? Est-ce qu'on renvoie l'image d'une organisation qui parle d'une seule voix ou au contraire, est-ce que c'est du multivoix? Donc tout ça, c'est un ensemble d'indicateurs qui sont spécifiques à chacune de nos organisations et qui peut former un agrégat. Et cet agrégat, c'est ce qu'on appelle notre compteur Gégère. Alors, on peut artificiellement faire baisser la sensibilité du taux de variation. On peut le faire en mettant en place du respect mutuel entre ceux qui innovent et ceux qui produisent, peut-être en faisant circuler les gens de l'un à l'autre, en tout cas en mettant en place de la compréhension, ça me paraît extrêmement important, de la pollinisation. En tout cas, si on peut faire baisser la sensibilité du taux de variation, il ne faut surtout pas que ce taux de variation ne le mesure plus, parce qu'il ne disparaîtra pas. Et tant mieux, s'il n'y avait aucune vibration là-dedans, ça veut dire que l'organisation serait en très grand danger. Et donc, le deuxième takeaway qu'on vous propose, effectivement, c'est qu'une organisation doit pousser son innovation jusqu'à un taux acceptable, qu'il faut prédéfinir, de vibration de l'homéostasie. Alors, le troisième axe qu'on vous propose, c'est des souris et des hommes. Alors, tiré d'un roman de Steinbeck, bien entendu. La légende raconte que fut un temps, il était facile de recruter. Quand on était un manager, c'était très simple de recruter parce que globalement, dans chaque grand corps, on va dire, il existait un métier avec un diplôme. Ce diplôme correspondait à une technique pour lequel correspondait un cursus de formation, une qualification, une certification. C'était parfait, c'était simple, il suffisait de taper là-dedans et c'était évident. Voilà. Malheureusement, être un bon technicien ne suffit pas. Ça fait longtemps qu'on nous le dit. Il faut rajouter de l'humain. Et donc, du coup, on nous a dit, à nous, managers, recruteurs, voilà, il faut que vous tapiez dans les soft skills. Bon, voilà. Alors, c'est très, très intéressant, effectivement, et c'est juste. Effectivement, le savoir-être est certainement aussi important que le savoir-faire. OK. Ensuite, on nous a dit, voilà, il faut que vous ayez des profils T. Alors, la première chose qu'on nous a dit, c'est que ça, c'était un T. Bon, pour moi, c'est pas tout à fait un T. Enfin bon. Alors, un profil T, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des connaissances sur à peu près tout dans le domaine et qui, en plus, a une expertise pointue à un endroit. Donc, du coup, il est polyvalent et il peut comprendre. Et enfin, on nous a dit, effectivement, qu'il fallait recruter des profils atypiques. Donc ça m'arrange plutôt, pour être honnête. Mais on nous a dit que ce sont ces profils atypiques qui permettent de garantir l'avenir de l'organisation.
Du coup, c'est très simple. Il suffit, quand on veut recruter un collaborateur et qu'on écoute ce que les cabinets de conseil nous disent en particulier, il suffit de trouver une collaboratrice ou un collaborateur qui sait beaucoup sur plein de sujets en étant expert d'un domaine, qui soit particulièrement doué pour les soft skills et atypique. Bon, les diplômes et la certification, a priori, on n'en parle plus. Du coup, c'est très simple de savoir qui recruter. Voilà, on voit tout à fait de qui il s'agit. La question que je me pose, moi, recruteur, c'est est-ce que je suis sûr de pouvoir me les payer? Donc, on s'est posé cette question avec Benoît pendant ces longs mois de préparation. Et ce qu'on s'est dit en définitive, c'est que si on prend un axe d'apprentissage donné, sur une technique par exemple, bah, globalement, une équipe, ça suit peu ou prou la courbe définie par Geoffrey Moore pour l'adoption des produits. C'est-à-dire qu'il y a des innovateurs, ceux qui sont très en avance, qui ont lancé, qui se sont penchés depuis très longtemps. Il y a les early adopters qui suivent juste derrière, puis il y a une majorité qui veulent que ça fonctionne, et puis il y en a qui sont un peu plus en retard. Alors ça, c'est vrai sur les axes d'apprentissage technique, mais c'est aussi vrai sur les soft skills et ainsi de suite. Alors pour nous, nous, statisticiens de l'INSEE, ça ressemble quand même fichtrement à une loi normale. Et une loi normale, globalement, ça a une moyenne. Voilà. Et ce qu'on se dit, finalement, c'est que du coup, comme on a N facettes d'apprentissage pour cette équipe, bah, en gros, on a N lois normales, et donc N positions moyennes, une pour chacune de ces lois normales. Et cet ensemble de moyennes, on appelle ça le centre de gravité de l'équipe. Et ce centre de gravité de l'équipe, il nous paraît extrêmement important. Ce que nous, on croit, c'est que le rôle du manager et du recruteur, c'est de faire en sorte que ce centre de gravité ne baisse jamais, mais qu'à l'inverse, il augmente très progressivement. Et donc, ce que nous croyons, c'est que pour être soutenable, il ne faut pas recruter quelqu'un qui soit dans une extrémité, mais il faut recruter autour de ce centre de gravité, autour de ces moyennes de l'équipe. Parce que si vous recrutez autrement, vous allez perturber le système. Et enfin, l'objectif de faire des formations, c'est de faire progresser ce centre de gravité. Et donc, il faut placer les formations juste au-dessus. Et donc, on arrive au deuxième takeaway, qui est de dire que le recrutement dans une équipe doit se faire afin de ne pas modifier sensiblement le centre de gravité de cette équipe. Alors, du coup, ce que nous proposons par rapport à ça. Alors, nous avons réfléchi justement à ce que, une fois qu'on a déduit ces réflexions, avec quoi peut-on sortir? Alors, ce qu'on se dit, c'est que l'agilité soutenable doit permettre d'aller vers une logique d'économie ou de renouvellement des ressources en prenant en compte l'écosystème. Alors, ce n'est pas un truc qu'on a tiré du chapeau, bien entendu, mais c'est quelque chose qui repose sur deux grandes idées dont on entend parler dans la société. Le biomimétisme, tout d'abord, puisque effectivement, s'il y a bien un système qui passe son temps à renouveler ses ressources, c'est bien ce qui nous entoure. Et puis l'économie circulaire, qui depuis quelques années, là aussi, se pose la question de comment faire en sorte d'éviter les wastes. À partir de ces deux sortes de pensée, on s'est dit, il faut commencer par élargir le périmètre. Alors déjà, le périmètre de l'équipe. Peut-être que l'équipe, au sens équipe, projet, équipe, transformation, équipe, tout ça, la team, c'est pas suffisant. Parce que globalement, ce dont on parle, c'est d'un écosystème. Quelle que soit la création quel que soit le produit qu'on crée, quelle que soit la création de ce produit, on va faire un choc systémique. C'est-à-dire qu'on va produire un choc dans l'écosystème, et il n'y a pas que l'équipe finalement qui va être impactée. Et donc, ce que nous proposons, c'est que pour être durable, il faut prendre en compte non seulement l'équipe, mais aussi plus largement les parties prenantes. C'est ce que propose d'ailleurs le design circulaire. Donc, que ce soit sur l'analyse de risque, que ce soit sur le retour sur investissement, il faut faire des mesures beaucoup plus systémiques que ce que nous faisons aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est sur la durée du projet. Donc, ce que nous disons, c'est que pour faire les bons choix, il faut ne pas se contenter de la durée du projet, mais réfléchir aussi sur la durée du produit qui suit derrière, et ne pas faire que des raisonnements à court terme. Globalement, ce que nous proposons, ce que nous disons, c'est que l'analyse, les métriques doivent se faire sur du moyen terme tout autant que sur du court terme.
Nous avons aussi voulu parler des ressources. Donc, avoir une équipe durable, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, avec notre notion de centre de gravité qui permet un recrutement qui nous semble plus pertinent et qui ne mettra pas en péril la dynamique de l'équipe. Très compliqué, une dynamique d'équipe. De la formation, on en a parlé ensemble. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à faire progresser cette équipe ensemble et faire évoluer son centre de gravité. L'idée aussi de réfléchir sur ce centre de gravité, c'est de pouvoir donner un chemin à l'équipe, un chemin de progression. Ça nous paraît extrêmement important aussi. Ça permet d'avoir une équipe durable également et de lui donner des perspectives. Le deuxième élément, c'est une architecture durable. Alors là, ce qu'on retrouve derrière ça, c'est la notion de barrière d'abstraction, hein. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'à un moment ou l'autre, hein, ou un autre, pardon, chaque élément de l'architecture fasse confiance quelque part aux autres éléments sur la base d'un contrat de confiance pour ne pas aller trop loin sur ce terrain-là. Alors évidemment, sur le matériel, il s'agit plutôt de virtualisation. On peut aller bien entendu jusqu'au cloud, mais déjà la virtualisation est une première étape. Et puis au point de vue logiciel, voilà, c'est tout ce qui est architecture orientée service, ou sans laquelle il ne peut pas y avoir d'architecture durable. Alors le code, l'agilité est née dans le développement des projets informatiques, donc évidemment la question du code est centrale. Il ne peut pas y avoir d'agilité sans excellence de production. Ça, c'est un premier point assez général. Il ne peut pas y avoir d'agilité sans excellence de production. Donc, dans l'IT, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de véritable agilité s'il n'y a pas un socle de qualité commun et nécessaire. Donc, évidemment, c'est tout ce qui est fourni par tout ce qui est software craftsmanship, hein, l'artisanat logiciel. Donc, pour moi, il ne peut pas y avoir agilité sans software craftsmanship. Et puis, le deuxième élément pour avoir un code durable, à mon avis, c'est de le rendre public, d'ouvrir son code, parce que voilà, si on a un petit peu confiance, on peut publier son code et on peut le rendre public. Le dernier élément, c'est la documentation durable. Nous, on croit beaucoup. Alors, la question de la documentation est à peu près aussi vieille que l'informatique. Ceci dit, on croit beaucoup dans une notion qu'on a appelée le MVD, la minimum viable documentation. Voilà, je vais le faire à la française plutôt que voilà. Nous, on reste persuadés qu'on fait toujours trop de docs. Donc, essayons de viser la minimum viable documentation. Et puis, élargir notre vision. Alors, on parle toujours, beaucoup, trop d'ailleurs, d'outils, PI Planning, tableau Kanban, KPI, OKR, tout ça. On parle beaucoup de framework, Safe, Scrum, Kanban. Il ne faut pas oublier que ces outils, ces frameworks, en fait, dérivent de méthodes qui eux-mêmes dérivent de principes. Alors, évidemment, on parle du manifeste agile, mais il y a aussi, on pourrait résumer ça avec Modern Agile ou avec Art of Agile. Et tout ça repose en tout cas sur une question, en fait. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir pourquoi on change, en fait. Et ce pourquoi on change, il dépend chacun de notre contexte, de notre cible, là où nous voulons aller, et de nos croyances. Et donc, forcément, elles sont différentes selon chacun. Alors, on a essayé de résumer tout ça dans un manifeste, hein, qu'on va appeler le manifeste de l'agilité soutenable. Alors, un peu aussi en quatre parties, hein, comme manifeste de l'agilité. Alors, tout d'abord, le client actuel, tout autant que le client futur. Donc, ça, c'est aussi dans l'idée, hein, ce qui a été exposé, d'élargir les parties prenantes, hein, qu'on impliquait. Et puis de trouver un équilibre entre le fait d'innover, de faire de la nouveauté, et puis de continuer à faire fonctionner ce qui existe et qui continue à créer de la valeur. Le deuxième, c'est donc l'amélioration continue tout autant que la disruption. Donc là, à nouveau, on retrouve, alors, suivant un autre aspect, mais on retrouve à nouveau cette idée d'équilibre entre l'existant, alors qu'il faut continuer à faire vivre, mais cet existant, on ne peut pas non plus lui appliquer les méthodes aussi
aussi rapide que sur des choses assez récentes, et puis tout autant que la disruption. Alors, sur le principe précédent, on était plutôt voyez, orienté client. Là, on est plus orienté sur l'organisation interne. La production tout autant que l'innovation, bon, qui résume un peu finalement toutes les idées qui viennent d'être exposées. Et puis, au niveau de l'humain, de comment justement gérer les équipes, l'agilitation, tout autant que les repères partagés. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau se dire qu'il ne faut pas avoir peur de changer, d'aller vers la nouveauté, mais ces choses-là peuvent amener des changements de perspective et du coup, des repères qui peuvent bouger assez rapidement. Or, bon, les repères, c'est des repères partagés, des choses connues, c'est pas simplement des freins, c'est aussi des éléments importants pour qu'une équipe se sente bien, fonctionne bien et ait un sentiment de collectif. Donc, il faut réussir à préserver ces éléments en fait qui constituent le collectif, mais en même temps dans une dynamique qui permet d'aller vers. Donc voilà les quatre principes en un manifeste. Alors, bon, on s'est quand même posé une question par rapport à ce manifeste, le tout autant que. Alors, bon, déjà, quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est la notion d'équilibre. Donc, il faut réussir à trouver un équilibre, ce qui n'est pas évident. Mais on peut aussi se demander suivant quelle modalité. Est-ce que c'est en même temps que ou est-ce que c'est par alternance? On revient sur les différents principes. Bon, on voit qu'il y en a, ça peut être en même temps que bon, le client actuel tout autant que le client futur. La production tout autant que l'innovation, bon, même l'agilitation tout autant que les repères partagés, mais il y en a quand même un au moins où on voit qu'il ne faut pas tomber nécessairement dans la tentation d'être tout le temps dans le en même temps que, c'est l'amélioration continue tout autant que la disruption. Il y a des situations où, que on considère ça souhaitable ou non, il faut prendre le parti vraiment d'un changement net, d'une rupture, parce que le changement dans la continuité n'est pas toujours possible, d'ailleurs n'est pas toujours souhaitable, et que pour continuer à avancer, eh ben, il faut prendre son parti de choses un peu plus nettes. Du coup, ce qu'on vous propose, un peu comme dernier takeaway, c'est que d'une part, bah, si ces ruptures, si ces changements qui vont au-delà de l'amélioration continue vous font peur, il faut les faire souvent. Il faut dans ce cas-là essayer quand même d'en maîtriser la taille, mais ça reste quand même des ruptures, mais peut-être faire des ruptures plus faciles à gérer, plus petites, et donc d'en faire plus souvent. Et le deuxième point extrêmement important finalement, c'est que l'agilité est soutenable si elle est bâtie sur l'humain, pas sur la technique. Alors la technique, ça va être important, bien maîtriser toutes les nouvelles technologies, bon, on l'a vu, dans les éléments nécessaires pour une agilité soutenable, il y a aussi des éléments qui relèvent de la technique, de la technologie, mais in fine, ça va quand même reposer sur l'humain, sur la façon dont est gérée l'équipe, son équilibre, et puis surtout parce que, bon, pour ceux qui ont beaucoup pratiqué la production informatique ou des projets avec des échéances un peu compliquées qui se rapprochent rapidement, bah, en cas de gestion de crise, il n'y a pas vraiment de protocole tout fait à suivre, il n'y a pas de méthode scientifique. Alors, vous pourrez trouver des gens qui vont essayer de vous vendre des méthodes scientifiques pour gérer les situations un peu particulières de transformation rapide, les imprévus. Bon, des gens vont vous dire on peut gérer ça scientifiquement. Bon, nous, notre conviction, c'est que non, c'est de l'imprévu. Voilà, par nature, c'est imprévu. Et d'ailleurs, l'agilité est là pour nous aider à nous entraîner et à acquérir les réflexes pour savoir gérer cet imprévu, mais qui reste un imprévu. Donc, tout n'est pas déterminé. Et dans ces moments-là, en fait, bah, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir compter sur son entourage, sur l'équipe et sur l'être humain qui, lui, saura s'adapter, en fait, si on lui donne l'autonomie et si on lui fait confiance. Nous voilà au bout de notre proposition. Donc, merci pour votre écoute et nous sommes tout oui pour des questions. Alors, on a une autre question de Rafik. Selon vous, la production de lignes de code, est-ce de la production, donc de l'exploitation, ou de l'innovation, donc de l'exploration? Alors,
C'est une bonne question. Merci Rafik. Pour moi, on ne fait jamais deux fois le même projet. À partir du moment où on fait jamais deux fois le même projet, il s'agit majoritairement d'innovation. Et on le sent bien d'ailleurs que quand il y a des équipes d'exploitation et des équipes de développement, les équipes d'exploitation se disent, voilà, encore ces gens du développement qui vont nous faire des trucs qu'on n'arrivera jamais à mettre en prod. Et donc, du coup, voilà. Après, on peut imaginer une situation où il y a de la génération automatique de code et là, ça devient de la production. Enfin, quand même, il me semble que s'il y a des gens, s'il y a des développeurs, c'est qu'il s'agit quand même majoritairement d'innovation. Alors, messieurs, au moment où vous avez parlé notamment des critères, des 10 critères soft skills, Olivier nous a posé la question de où sont les critères soft skills et la recherche atypique dans les offres d'emploi. Alors, il me semble quand même. Alors, je me demande si c'est une vraie question ou si c'est pas. Voilà. Il me semble quand même que de plus en plus, ça fait partie des critères qui sont demandés, savoir s'intégrer dans une équipe, savoir travailler en commun, savoir collaborer, savoir communiquer. Donc ça, c'est du soft skill pour le coup. Le critère atypique, effectivement, est probablement plus difficile à faire figurer dans une offre d'emploi, mais il me semble que c'est de mieux en mieux reçu, en tout cas, quand on le fait. Alors, Olivier posait également une autre question. Avez-vous déjà utilisé la méthode Belbin ou Belbin pour déterminer le centre de gravité de l'équipe, voire les manques de l'équipe, recrutement, aide externe, etc. Alors, absolument pas. Et moi, j'en avais jamais entendu parler. Alors, Shaima nous pose la question, et le capitalisme, point d'interrogation, permettra-t-il l'évolution vers le durable, l'agilité? Alors là, on tombe sur des sujets politiques qui sont légèrement hors du champ de ce dont on avait prévu de parler. Est-ce que le capitalisme est incompatible avec l'économie circulaire? C'est pas dit. Merci Olivier pour ce partage de belbin.fr. C'est pas dit. Donc du coup, j'ai pas forcément de réponse à la question est-ce que le capitalisme empêcherait le renouvellement des moyens de production. Je pense pas que ça soit incompatible, en tout cas sur la théorie du capitalisme telle qu'elle a pu être mise en place. Voilà. Je sais pas beaucoup mieux là sur ce sujet-là. Alors, Abdel Nasser nous pose une question. Comment gérez-vous la résistance de collaborateurs que ramène le changement de rôle, de position ou même de tâche sur l'aspect organisationnel et personnel? Bon, c'est sûr que c'est le sujet permanent. Hein. C'est le sujet permanent. D'ailleurs, on ne le voudrait pas, qu'on n'aurait pas trop le choix parce que la technologie évoluant extrêmement rapidement, de toute façon, il faut bien s'adapter. Alors, c'est vrai que là, ce qui est extrêmement important, c'est d'abord que les choses ne changent pas. Et je pense bien sortir du piège qui serait de ne pas vouloir bouger. C'est-à-dire que ce sur quoi on peut jouer, c'est la vitesse à laquelle on va bouger. Donc là, on peut jouer là-dessus, mais je pense ne pas accepter de se dire que ça ne bougera jamais. Ça, c'est le premier point. Après, pour finalement amener les gens à être intéressés, c'est plus qu'accepter le changement, être intéressé par le changement. Il me semble que lorsqu'on un peu longue sur les évolutions de l'informatique, d'une part, on se convainc assez facilement que les gens ont toujours réussi à s'adapter, qu'on a toujours su suivre les changements. Ça, c'est le premier point. Et après, lorsqu'on regarde vers le futur, je pense qu'assez facilement, on peut montrer aux acteurs ce qu'ils ont à gagner, finalement, ce qu'ils ont à gagner dans ce qui se passe. Je connais personne à qui vous diriez non, vous allez faire la même chose pendant 20 ans, finalement, rester sur les mêmes technologies, suivant les mêmes processus, puis communiquer de la même façon avec les mêmes personnes pendant 20 ans. Je connais personne que ça tente, en fait. Donc, en fait, il suffit de ne pas avoir peur du changement et d'en discuter avec les gens. Alors, nous avons une question de Christophe. Quelle place pour le DevOps? Il y a beaucoup de place
pour le DevOps. Après, la difficulté, alors ça, c'est un grand sujet de discussion entre moi et Fabrice. C'est là où c'est intéressant quand on confronte nos points de vue. C'est que là, on est vraiment dans la notion de chemin, comment y aller, et puis, sachant qu'on part d'une situation où le DevOps n'existait pas. Bon. Donc, moi, plutôt que quelle place pour le DevOps, je pense que la question et la difficulté, c'est comment on y va. Quel chemin on trace pour y aller, qui maintienne l'équilibre, à nouveau, toujours, et dans lequel on puisse embarquer tout le monde. Bon, après, je pense, pour se faciliter quand même les choses, et on l'a vu quand on propose de faire peut-être plus de changements et des changements un peu moins conséquents, il ne faut pas non plus être dans l'illusion qu'on peut révolutionner en bloc toute une structure. C'est normal qu'il y ait par moment des parties d'une organisation qui vont évoluer plus vite vers des nouvelles pratiques, et puis qu'il y a une autre partie pour qui il faudra prendre le temps, parce que tout simplement, ce sur quoi il travaille ne peut pas évoluer aussi vite. Donc, pour aller vers le DevOps, à nouveau, c'est de l'expérimentation, c'est bien de déterminer sur quelles opérations on peut le faire, et puis trouver le chemin. Alors, il n'y a pas de règle absolue, parce que là, ça va dépendre de la structure dans laquelle on est, pour trouver le chemin qui est adapté. Je rajouterais juste un élément par rapport à ce qu'a dit Benoît et avec lequel je suis tout à fait d'accord, c'est de dire que on a présenté notre idée de compteur Gégère. Pour nous, le DevOps, c'est clairement une façon de réduire la sensibilité du système. C'est-à-dire que globalement, trouver un moyen, trouver une façon de faire pour que les développeurs qui représentent l'innovation et les exploitants qui représentent la production puissent se rencontrer et discuter et dédramatiser un petit peu les choses. Voilà. Eh bien, justement, par rapport à ce compteur Gégère, Alain nous pose la question, pour mesurer le désordre généré dans l'organisation, mais quelle unité utiliser? Quelle unité Alors, je ne sais pas si moi, je me sens pas à parler d'unité. On a donné un certain nombre de critères qui nous paraissaient importants. Je pense que chacun de ces critères, donc notamment le moral de l'équipe, par exemple. Est-ce qu'il y a une unité du moral de l'équipe? Est-ce qu'il y a une unité liée voilà, je suis un petit peu embêté. Oui, alors oui, sans parler d'unité, mais un peu dans l'idée mise en avant par Fabrice avec la notion de morale, c'est vrai que bon, il y a des choses qualitatives. Hein. Il y a des choses qualitatives quand même qui sont des signes. Bon, évidemment, si le moral de l'équipe, vous sentez qu'il décline. Il y a quand même la quantité, alors sans parler d'unité, la quantité de tensions, voire de conflits, hein, parce que des changements un peu mal maîtrisés, où les gens finalement ne savent plus quelle est leur responsabilité, le sentiment de se marcher sur les pieds, plus avoir de but commun. Donc les conflits, ça c'est quelque chose d'extrêmement net, alors qui peut être très consommateur de temps et d'énergie. Donc c'est quelque chose auquel il faut être, c'est vraiment un signe auquel il faut être vigilant. Et par contre, dans les signes un peu positifs, je dirais, qui peuvent donner le sentiment qu'on va dans le bon sens. Bon, évidemment, le contraire de la perte de morale, c'est que les gens l'allant, mais plus précisément, ce qui est intéressant, c'est de voir quand il y a le niveau d'autonomie qui se développe dans les équipes. Et si on revient un peu sur ce que disait Fabrice sur le rôle des managers, c'est vrai que quand on s'enfonce dans des situations où on est obligé de décider, où les managers sont obligés de décider des choses extrêmement précises dans le fonctionnement, là on n'est pas sur la bonne pente, alors que quand on rentre dans des situations où on peut discuter de la vision et face à cette vision, les équipes ont une autonomie parce que en fait elles ont les compétences pour faire ce qui est attendu d'elles. Là c'est un bon signe. Là c'est vraiment un bon signe.
Très bien. Nous avons une question de Kwam. L'agilité soutenue n'est-elle pas trop chère pour bon nombre d'entreprises compte tenu de l'investissement autant humain que matériel? Alors, c'est soutenable. Hein. Soutenu, il faut voir, mais enfin, nous, c'est soutenable en tout cas. Moi, je retournerais bien la question, à vrai dire. C'est comme j'ai un collègue à la sécurité qui souvent dit, vous trouvez que la sécurité est chère, bah, ici est le coût de l'insécurité. Pas faire. Le legacy, pas bien géré, ça coûte très, 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 très cher. Alors, c'est pas évident, hein, la proposition qu'on fait, il y a vraiment une notion d'équilibre. Bon, mais le legacy mal géré, ça coûte vraiment très cher. Et puis, d'un autre côté, ne voir que l'aspect innovation et se dire on va tout le temps tout changer et jeter ce qui n'est pas de la dernière nouveauté, c'est pas réaliste non plus. Alors peut-être c'est cher, mais il y a des fois nécessité fait force de loi. Je suis assez d'accord et je rajouterais aussi sur la même idée, une équipe qui n'est pas en équilibre, qui est en déséquilibre, ça coûte extrêmement cher aussi. Qui est garant de l'équilibre d'une équipe, petite ou grande? Comment est outillé le suivi de cet équilibre et qui le maintient? Alors le garant, peut-être pas uniquement, mais enfin le manager, il est quand même là pour ça. Hein. C'est quand même son rôle de s'assurer que les conditions sont là pour garder l'équilibre. Après, le suivi, on rejoint un peu la question de la mesure, c'est pas toujours évident. On est un peu, enfin, on est dans l'humain, quoi, dans le soft skill, dans l'intuitif. Non, mais alors, je me disais déjà par rapport à ce que tu as dit, donc je rejoins assez ton idée, qu'à un moment ou à un autre, effectivement, c'est le garant, il y a forcément le manager qui trempe à un moment ou à un autre. Et du coup, je pense que dans des entreprises où il y a toujours des entretiens professionnels et des objectifs professionnels, en coller un en disant il faut que ton équipe soit heureuse, sinon tu es viré. Ma foi, ça pourrait, peut-être un tout petit peu extrême dit comme ça, mais en tout cas, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement une idée là-dessus. Alors, comment est outillé le suivi de cet équilibre? Il y a des choses assez simples hein, sur le moral de l'équipe. Il y a des choses qui existent tout simplement en leur demandant tous les jours s'ils sont contents de venir travailler. Ne serait-ce que ça, la mesure de la production, elle se fait assez facilement en définitive, le nombre d'US qui sont produites, par exemple, dans une équipe informatique. Et du coup, donc ce qui n'est pas intéressant, enfin, c'est pas la mesure qui est intéressante, mais c'est la variation évidemment de cette mesure dans le temps. Et c'est ça. L'objectif, c'est ça, c'est-à-dire que quelle que soit finalement la mesure que vous mettez en place, et il y en a pas forcément, qui sont meilleures que d'autres. Il faut trouver celle qui est adaptée à votre contexte. Ça, c'est ce qu'on croit très profondément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pas la mesure, c'est pas la valeur de la mesure, mais c'est comment elle va varier. C'est pour ça qu'effectivement, est-ce que vous pouvez partager avec nous si vous avez des exemples de dispositifs mis en place? Parce que souvent, dans les grandes entreprises, elle est prise de façon ponctuelle, donc une fois par an ou 2 fois par an. Et du coup, il y a une notion ici, effectivement, c'est l'évolution de cette mesure. Vous avez une idée d'outils, d'applications, de choses qui seraient mis en place et qui ont déjà amené leurs preuves? Alors, d'outils, voilà, de mesure du moral de l'équipe, oui. Moi, je l'ai fait régulièrement avec mes équipes, de dire sur une note de 1 à 5 comment ils se sentent aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est tout bête. Si vous pouvez avoir des variations ponctuelles, aujourd'hui, je me sens pas bien parce que si pendant une période assez longue, tout le monde est à 2 ou il y a suffisamment de gens qui sont à 2, il y a une alerte à remonter, quoi. Alors, je sais que donc nous, on n'est pas allé beaucoup plus loin que ça, mais j'avais assisté à des présentations où des entreprises avaient fait des outillages beaucoup plus pointus que ça, avec des alertes automatiques auprès des managers, quoi, et de la DRH. Notamment à base, ils avaient un système informatique qui permettait de faire ça et qui assez régulièrement, enfin tous les jours, demandait le moral. Donc ça, c'était un clic sur des smileys. Et assez régulièrement, il y avait un questionnaire un petit peu plus pointu. Et si globalement, il y avait une rupture dans la série suffisamment longue, il y avait une alerte qui était remontée au N+1. Si ce n'était pas suffisant, au N+2, et voire à la direction des ressources humaines, quoi.
Une question d'Olivier. Est-ce qu'il est possible d'envisager l'innovation et la production comme complémentaires plus que les opposés? Produire pour avoir les moyens d'innover et innover pour continuer à produire. Alors, moi, je vais passer la parole à Benoît après, qui lui est chargé de produire à l'INSEE. Après, on est d'accord là-dessus. On est d'accord parce que globalement, on n'est pas les acteurs, enfin, on n'est pas complètement les acteurs qui au jour le jour font ces deux métiers. Quand vous êtes dans un de ces métiers, quand vous explique que, quand vous êtes par exemple dans la production et qu'on vous explique qu'il y a les petits geeks d'à côté qui vont venir vous piquer votre boulot, ou que en tout cas vous le croyez, je suis pas sûr qu'ils le vivent comme ça. Ce qui ne veut pas dire que ce soit pas vrai, hein, mais c'est la façon dont on vit les choses. Oui, alors par rapport à l'aspect opposition, production, innovation, en fait, on retrouve un peu l'idée aussi de circulaire, hein. Quand même, quand on regarde, bon, Fabrice a dit, c'est vrai, on peut proposer d'isoler les gens qui innovent, mais je dirais au moment où ils sont en train de faire une maquette, un prototype, dans des phases en fait bien spécifiques de l'innovation. Quand on regarde, il y a beaucoup d'idées d'innovation qui viennent du terrain, c'est-à-dire que on est confronté à de la production, on est le nez dans le guidon. Bon, et puis là, on se dit, ah, ce serait bien si on peut faire cette innovation. Bon, à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut que les gens puissent justement leur permettre d'être dans des conditions qui va permettre d'innover, parce que quand vous êtes tout le temps en train de courir après les incendies, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile d'innover. Mais il y a plein d'idées qui viennent de la confrontation avec le terrain. Et après, à l'autre bout du spectre, bah, quand même, quoi de plus formidable que lorsque vous avez fait une innovation, vous la réintroduisez dans l'ensemble du dispositif, en fait, hein. C'est quand même. Alors, ce qui est une phase un peu critique au sens difficile, hein, c'est une phase ça se prépare, hein. Il ne faut pas croire que c'est facile, parce qu'à nouveau, il peut y avoir confrontation des points de vue ou des choses, comme dit Fabrice, qui sont souvent du fantasme, hein. Je vais me faire prendre mon travail, hein, mais bon, on ne peut pas éviter le fantasme. Donc, c'est une phase qui se prépare aussi. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas opposition entre l'innovation et puis la production. Dans la continuité, Mariam nous partageait vraiment la continuité de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on arrive vraiment à pousser cette innovation et est-ce que ce n'est pas perçu finalement comme un exercice compliqué? Et donc peut-être que les managers pourront pas tout le temps créer cet environnement d'innovation, et notamment parce qu'il faudra des profils particuliers. Alors, c'est une très, très, très bonne question. Alors, à l'INSEE, on l'a fait. On a fait, il y a maintenant 2 ans de ça, on a pris le parti de dédier de la ressource de façon identifiée à l'innovation. Alors, ce qui aussi est un choix, alors, je mentionne juste, c'était un des directeurs, un des membres du comité de direction de lycée qui disait ça, j'aimais beaucoup cette formule. Il disait, oui, alors attention, il ne faut pas chercher non plus à trop formaliser l'innovation, parce que l'innovation, elle vient des interstices. Bon, c'est vrai qu'il y a le côté imprévu, quand même, mais bon. Mais bon, on a quand même pris le parti d'avoir des structures à la fois côté statistique et informatique, des gens à qui on dit, vous êtes un peu dégagés de problèmes du quotidien pour innover. Donc, c'est pas évident, ça a posé des problèmes finalement qui sont bien identifiés, je dirais, de bien faire comprendre pourquoi on fait ça, que ça ne crée pas de fantasme par rapport à l'existant. Et puis les difficultés après à passer des choses en production, ce qu'on fait. Là, on commence petit à petit. Alors, ce qui est difficile, c'est que côté innovation, ils peuvent courir très vite. Et nous, quand on les rattrape, on a l'impression qu'ils sont déjà repartis loin. Mais petit à petit, on passe des choses. On passe des choses en production. Alors, il faut aussi avoir en tête qu'on ne pourra pas tout passer en production. Et peut-être c'est aussi un critère de choix, c'est-à-dire que finalement, à moins de critères de coût, ça peut être un critère de choix. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, se pose la question, maintenant, au bout de 2 ans, il y avait des personnes avec des bons profils qui sont allées dans ces structures. Comment est-ce qu'on peut maintenir ça sur le long terme? Je pense que là, il faut être quand même optimiste. Mais à nouveau, il y a l'idée de circularité, c'est-à-dire qu'on peut pas, vous ne pouvez pas être pendant 15 ans dans la structure qui fait de l'innovation. Non, ça n'a pas de sens. Et là, sans doute qu'il faut se dire que c'est des passages, peut-être plusieurs fois dans une carrière, mais on va rester
un nombre d'années raisonnable, puis on retourne après peut-être plus sur le terrain. Et je pense que par ailleurs, venant du terrain, on trouvera des gens qui ont de très bonnes idées, de compétences pour faire de l'innovation. J'entends circularité et systémie aussi, finalement. Oui, Absolument. Ouais. Et un cercle vertueux, finalement, entre ces deux et comment on se positionne. Écoutez, merci à tous les participants. Merci, messieurs, pour cette belle session. Au revoir. Merci, à tous. Et merci à l'équipe d'Agile en scène et bravo pour le boulot qui est fait. Félicitations. Avec plaisir. D'année en année, vous améliorez. Parfait. Merci beaucoup pour ce feedback. Merci, messieurs. Au revoir. Merci, au revoir. Eh ben, même si on ne peut pas voir nos auditeurs, merci de votre présence, merci de vos questions, et puis peut-être qu'on se recroisera. Voilà, et si vous avez des questions post-conférence, n'hésitez pas, on est présent sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, donc qui dispose, donc n'hésitez pas à nous ajouter, et comme ça on pourra continuer cette discussion. Voilà. Au revoir. Au revoir.